Alors, cette réunion a duré 2 heures, ça s'est passé calmement. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour, et notamment, on y reviendra tout à l'heure, l'arbitrage. Mais ce qui a pris le plus de temps, c'est évidemment l'avenir de Noël Le Graët. Comment faire pour finalement gérer cette situation qui est très compliquée. Ils sont tous inquiets. Ils sont tous très inquiets, ça m'a été donc confirmé, inquiets de cette situation, inquiets de voir le football, bien, alors qu'on a eu des très bons résultats avec cette Coupe du Monde, que le bilan financier n'a jamais été aussi bon, et bien que l'on se concentre évidemment sur Noël Le Graët, et puis pour voir comment on peut gérer donc une fédération aussi importante. Alors, qu'est-ce qui a été décidé ? Eh bien, pour le moment, on attend les premières conclusions donc de cet audit de l'inspection générale du ministère des Sports. Première conclusion, à partir du 30 janvier, on va avoir un aller-retour. Ça va arriver, le rapport, donc dans les mains de Noël Le Graët et de Florence Ardouin, qui vont pouvoir faire des observations. Ils auront 10 jours, ça va revenir au ministère des Sports. Et ensuite, il y aura les conclusions définitives autour du 15 février. Ce qui est important, c'est que le COMEX a demandé à avoir la main sur ce document pour pouvoir également regarder, observer et pour savoir s'il y a de forts reproches que l'on fait à Noël Le Graët et à sa gestion. Ensuite, ça c'est le volet disciplinaire, et puis il y a le volet judiciaire. Et là, on le rappelle, il y a une enquête pour harcèlement moral et sexuel qui vient d'être lancée. Il est présumé innocent. Ça devrait prendre du temps, et c'est ce qui m'a été dit, c'est qu'on ne peut pas évidemment juger. On pourra juger ce qui est disciplinaire, ce qui est interne à la Fédération française de football, mais ce qui est judiciaire, il faudra attendre beaucoup de temps, et pour le moment, il est donc présumé innocent. Mais il y a un problème de calendrier. C'est-à-dire que la Fédération française de football a beaucoup d'événements. Il va y avoir bien sûr la Coupe du Monde féminine. Il y a les Français de Didier Deschamps qui vont reprendre leur qualification. Et là, ils me disent, il y a urgence. Si je veux être méchant, je vais dire que c'était un sketch de foot ce soir, parce qu'il n'y avait pas de défense, il n'y avait pas d'engagement véritable. Oui, les attaques ont bien fonctionné, 5-4, ça a très bien marché, mais même sur un match d'entraînement de début de saison, il y a plus de rigueur, il y a plus d'envie. Là, très clairement, c'était simplement la mise en avant de Cristiano Ronaldo, qui est devenu homme du match, auteur d'un doublé, qui est reparti avec un trophée et un œuf de pigeon sur la maxillaire. Oui, sur la maxillaire gauche. Pouvait-il en être autrement ? En tout cas, ça a ravi les autorités saoudiennes qui lui ont remis ce trophée. Ça fait des très très belles photos. Non, mais c'est un sketch. C'est-à-dire que même pour ce match amical qui se termine sur le score de 5-4, on vient mettre un trophée avec des médailles à la fin du match. Ça ne ressemble à rien. C'était un match de promotion pour l'Arabie Saoudite, pour le Qatar, pour les relations dans le Golfe, pour la mise en place de la promotion sportive et de l'organisation des événements sportifs, notamment pour l'Arabie Saoudite, dans l'optique d'obtenir soit les Jeux Olympiques, soit une Coupe du Monde dans les 20 ans qui viennent. Voilà, c'est une espèce de savoir-faire qui a été mis en place, et c'est seulement ça qu'il faut retenir. Mais on ne pense pas à ça. En plus, c'est quand même assez dingue de se dire que c'était son 953e match depuis le début de sa carrière professionnelle, et c'est la première fois qu'il joue un match aussi long, alors qu'on le connaît, Andy Murray. En général, c'est des matchs qui sont à rallonge, ça dure une semaine. Mais là, ça y est, il a passé la barre. Il avait joué déjà un match de plus de 5 heures et 7 minutes en Coupe Davis contre Juan Martín del Potro, un match qu'il avait perdu. Et là, c'est pour ça que je pense qu'ils ont ça dans le sens. Ce sont des serial winners, ces gars-là. Ils sont pas normaux. Le Big Four, là, Federer, Djokovic, Nadal et Murray, parce qu'il a fait partie de cette génération complètement folle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que son physique n'a pas tenu, lui. Et tu te rends compte qu'il a toujours cette soif de victoire, ce plaisir de jouer, parce que même quand Kokkinakis s'est retrouvé 4 fois à 2 points de la victoire, il s'est jamais offert de balle de match, Kokkinakis, mais il a été 4 fois à 2 points de la victoire. On voyait toujours cette envie, cette résilience, cette rage, cette volonté de toujours réussir à vaincre, sous le regard du Lord Voldemort du tennis des années 80, alias Ivan Lendl, qui est revenu dans son giron, qu'ils ont fait une préparation au mois de décembre tous les deux. Apparemment, Andy Murray le dit, j'ai jamais travaillé comme ça. J'ai été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Encore aujourd'hui, j'ai travaillé comme un dingue, et c'est peut-être grâce à ça qu'il a réussi ces 2 matchs d'anthologie. Christophe Taureau, quels ont été... Et moi, ce que je constate cette saison, et ça me fait énormément plaisir, c'est que l'entraîneur de Marseille
affiche également un début de saison canon. Je crois que c'était le meilleur de l'histoire de l'OM. Au 21e siècle. Au 21e siècle. Que Lens, jamais un entraîneur a fait aussi bien que 10 sur 10 à la maison. Que donc Rennes, que le PSG, je crois, était également parti sur les chapeaux de roue. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a quand même des entraîneurs qui sont ultra compétents, ultra développés. Hier, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Paulo Fonseca pour SoFoot. Le Lillois, et ça fait très longtemps que j'avais pas eu affaire à un coach en France avec un tel niveau d'analyse et qui savait employer des mots pour vous passionner pour le football. Normalement, c'est très sommaire. Et là, moi, je constate qu'on est de plus en plus dans la surenchère du talent. On commence à bien travailler en France. Alors. Exactement. On se plaignait pendant des années qu'on n'avait pas des dirigeants, des staffs à la hauteur de notre Ligue 1. Ces gens-là, Régis Lebris à Lorient aussi. Exactement. Mais c'est la récompense de la prise de risque des clubs qui ont osé, parce que c'est pas tous ceux que Ravière a cités, ils n'ont pas la carte. C'est pas ceux qu'on voit régulièrement pour venir sauver les clubs. Exactement. C'est tous ceux qu'on voit revenir inlassablement à saison après saison, on perd son job. Non, on les récupérer un an plus tard. Vous avez des noms, club. Cédric? Non, mais on les connaît. On les connaît. Non, mais c'est René Girard. Des Pascal Duprat, René Girard. Malheureusement, ces gens-là, avec leur performance en club, avec leur club, démasquent un peu d'autres coachs qui travaillent un peu moins. Je regarde un peu vers Lyon. Mais bon, j'attends de voir. On va en parler dans un instant. Et sinon, le Stade Rennais méritait évidemment qu'on s'intéresse à eux. Alors effectivement, cette équipe est à l'image de Genesio. Genesio, il dit je suis compétiteur, c'est le nouveau marronnier du football. On est des compétiteurs, très bien. Tout le monde est compétiteur, même Ajaccio, même le dernier, même tout le monde est compétiteur. Oui. Mais Genesio, il l'a avoué parfois et souvent, choisit aussi ses matchs parce qu'il a quelque part cet esprit revanchard. C'est-à-dire que lorsqu'il joue contre Paris, lorsqu'il doit affronter Paris, lorsqu'il doit affronter Marseille, lorsqu'il doit affronter les équipes du haut du classement, il en met toujours un peu plus que lorsqu'il affronte des équipes du milieu ou du bas de classement.